Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour ce troisième épisode de notre deuxième saison des We2Live. Donc les We2Live, je vous le rappelle, c'est une émission de 45 minutes pendant laquelle nous accueillons une ou des personnalités qui nous paraissent faire sens par rapport à notre démarche féministe. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Meta et Thomas qui sont venus nous parler de polyamour. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais d'abord remercier le Pavillon des Canaux pour son accueil et aussi les Films Fauves qui nous permettent d'avoir ces belles images que vous voyez en ce moment. Alors, pourquoi on parle de polyamour ? C'est pas forcément évident pour tout le monde de faire le lien avec féminisme, mais une des idées que nous avons rencontrées dans notre cheminement en faisant des recherches pour les différents thèmes que nous abordons dans le festival, c'est repenser le couple. Ça veut dire pas mal de déconstruction et peut-être essayer de trouver des formes nouvelles de vivre la relation amoureuse. Alors, le polyamour n'est certainement pas la seule réponse qui peut y être apportée, mais nous, on a pensé que ça méritait quand même d'y consacrer au minimum un épisode et on espère que ça va vous faire vous poser des questions intéressantes. Donc tout d'abord, bonjour à tous les deux. Bonjour. Ouais, super, merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Et la première question que je vais vous poser, c'est celle que nous posons à toutes les personnes qui acceptent de se joindre à nous, c'est est-ce que vous vous définissez comme féministe ? Et si oui, est-ce qu'il y a eu un moment déclencheur, un moment un petit peu de révélation où vous vous êtes dit, ben oui, le féminisme, ça veut dire quelque chose pour moi. Thomas, tu veux prendre ? Alors, en premier ? moi, je vais commencer. Est-ce que je suis féministe ? Ça dépend ce que tu veux dire, ce qu'on veut dire, ce que je veux dire par féministe. Je ne suis pas militant. Maintenant, j'ai appris au fur et à mesure de mes relations, j'ai appris beaucoup en écoutant Meta parler, notamment, mais pas que, ce que c'était que le féminisme, ce que c'était que les oppressions qui le rendaient nécessaire. Et moi, finalement, ce que j'essaye d'être, c'est quelqu'un qui soit à côté de ce système d'oppression-là, qui n'en soit pas, en tout cas, la cheville ouvrière. Je ne vais pas forcément être le militant qui travaille activement à sa destruction, encore que, est-ce que s'en sortir déjà, c'est pas commencer un peu le travail, j'espère. Je ne vais pas non plus être dans le déni, dire que l'oppression n'existe pas. L'oppression, je la vois, je ne suis pas aveugle à l'oppression, mais j'essaye de pas l'exercer. Je sais que je suis dedans parce que c'est comme ça que j'ai été formaté, parce que j'ai été construit par notre société qui est celle du patriarcat, mais j'essaye au moins de ne pas prolonger. Ok, très bien, merci. Meta, tu nous dis ta réponse à toi ? Moi, il y a deux aspects. Le fait d'être féministe dans sa vie, dans la façon dont on mène sa vie, et j'ai toujours été quelqu'un d'extrêmement indépendant, intellectuellement, etc. Aujourd'hui, j'ai 40 ans passés, donc je peux dire indépendante, et jusqu'à un certain âge, on peut dire tête de l'art, quand même, c'est-à-dire que j'étais pas facile, je pense que mes parents s'en souviennent encore, mais j'ai toujours été une femme et une fille libre, y compris dans des domaines où les oppressions se manifestent de façon très pesante, que ce soit la sexualité évidemment, le lien aux autres, le lien à la société, le lien à l'extérieur, le lien à la politique, et puis le lien à son propre corps, etc. Donc du coup, pour donner un petit exemple, à l'adolescence, j'avais une sexualité assez joyeuse, disons, voire enthousiaste, et j'étais parfaitement hermétique. Alors évidemment, ça m'a suscité un certain nombre de commentaires de la part de mes congénères, mais j'étais parfaitement hermétique à ce genre de choses. Je leur disais, écoutez, si vous aimez pas baiser, c'est votre problème, quoi. C'est triste pour vous, mais enfin moi je me marre bien, tout va bien, merci beaucoup. Voilà. C'est tout, et je n'ai jamais intériorisé ce jugement négatif sur ma liberté. Donc du coup, ça m'a permis d'évoluer en fait dans la vie en fonction de mes propres critères,
en fonction de ma propre structure morale, en fonction de ce que je pense être bien ou pas bien, ou mal, de ce que je pense être bénéfique ou nuisible. Et ça, c'est la façon dont je me sens féministe dans mon quotidien, et quelque part aussi par l'exemple. C'est-à-dire que ça fait un certain temps déjà que j'interviens dans des médias et ainsi de suite, et que le fait non seulement de vivre libre, mais de le dire, de l'assumer, et d'assumer toutes les conséquences aussi sociales, parce qu'évidemment, voilà, à chaque fois que je suis apparu à la télé, derrière, il y avait des tombereaux d'insultes épouvantables sur Twitter, et que, voilà, enfin bon, ça m'effleure même pas. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi, et c'est le cœur de ma vie féministe, et surtout, je pense que c'est fondamentalement à ça que j'aspire. C'est-à-dire que mon féminisme fondamental, il s'inscrit dans le désir de permettre aux autres femmes qui subissent les mêmes injonctions que moi, les mêmes projections, les mêmes empêchements, les mêmes oppressions, de leur dire, mais vous voyez, enfin, on peut. Et puis vous voyez, on ne s'en porte pas plus mal, tout va bien, quoi. Et que du coup, ça entrouvre quelque chose. Après ça, en grandissant un petit peu, j'ai travaillé dans la presse radio pendant une quinzaine d'années, pour France Inter et France Culture, pour ne pas les nommer, coucou les copains. Et du coup, ça a quand même pas mal forgé ma pensée politique, parce que tout simplement, j'ai rencontré, écouté, et puis monté. Moi, à la base, mon métier, c'était le montage radio, donc monter un certain nombre de discours qui portaient des propos extrêmement politiques et qui ouvraient des horizons et des outils d'analyse qui me parlaient énormément et qui m'ont permis de construire, au-delà de mon expérience personnelle, qui n'est que ce qu'elle est, une pensée un peu plus globale. Et donc, alors moi, j'ai jamais été capable de penser mon féminisme en dehors et dissocié de mon origine ethnique, du racisme que je pouvais subir, parce que quand on est une femme noire, c'est très difficile de faire la distinction quand on subit une discrimination de l'origine de la discrimination. Donc pour moi, ce sont des choses qui sont complètement associées. Si je devais dater, je dirais que vers 17 ans, j'ai entendu pour la première fois la chanson Strange Fruit de Billie Holiday. Et cette chanson-là, elle m'a fait tomber assez lourdement dans mes pompes de fille noire. Et je suis devenue militante antiraciste et féministe assez virulente à partir de ce moment-là. Puis dans la continuité, j'ai commencé à lire les auteurs, à lire Angela Davis, à lire Audre Lorde, à lire voilà, jusqu'à Françoise Vergès en ce moment. Et donc là, aujourd'hui, je m'inscrirais je me reconnais pas mal dans la définition de Françoise Vergès du féminisme décolonial. Voilà. Super, merci beaucoup. Avec plaisir. En plus, j'aime beaucoup le fait que dans ton anecdote, en fait, c'est finalement une chanson donc de l'art qui a ouvert une porte, et c'est un peu notre démarche, donc c'est super de voir que ça peut marcher et servir de déclic. Alors, tu parlais de liberté sexuelle. Moi, justement, ça me fait un pont assez logique avec ce dont nous sommes là pour parler, c'est-à-dire le polyamour. J'aimerais qu'on voit un petit peu les bases ensemble, parce que le polyamour, pour vous, c'est quelque chose que vous vivez et auquel vous avez déjà beaucoup réfléchi, mais peut-être que toutes les personnes qui vont nous suivre ne sont pas aussi familières avec ce que recouvre ce terme. Alors, je préfère vous laisser parler, c'est vous qui en parlerez sûrement le mieux. Ok. Tu commences ? La petite définition, petite définition, parce que le polyamour, il faut savoir d'abord que plein de gens en parlent et chacun a sa définition. Donc nous, on va avoir nos idées, nos points de vue, qui ne sont pas nécessairement ceux que tu vas entendre si tu vas dans une réunion comme un café poly, sur un site web ou un autre. Nous, on voit le polyamour dans un sens assez large et assez général. Ce sont toutes les situations
de relations amoureuses ou sexuelles ou sentimentales ou romantiques dans lesquelles on choisit de ne pas prendre pour axiome l'exclusivité. C'est-à-dire que l'existence d'une relation entre deux personnes, ça ne veut pas dire automatiquement, par défaut et de façon implicite, que ça interdit l'existence d'autres choses à côté. Donc pour nous, le polyamour, c'est impossible. C'est ouais, tout à fait, tout à fait. C'est un champ de possibles qu'on élargit en retirant une hypothèse par défaut qui est l'hypothèse de l'exclusivité, qui est l'hypothèse que deux relations ne peuvent pas coexister, qu'il y a un principe d'exclusion qui fait que si on rentre dans l'une, la précédente doit se terminer, que s'il y en a une qui existe et qui prospère et qui se développe et qui est solide, ça empêche d'autres relations de naître. Donc on supprime cette hypothèse implicite. Ça veut dire aussi qu'on s'extrait d'un cadre normatif. En gros, on ne suit pas la procédure par défaut, donc on est amené à faire du custom, du fait main, du sur-mesure, et on est du coup amené à inventer chacun sa façon de vivre ses relations. Et pour que ça fonctionne, évidemment, il y a un certain nombre de questions à se poser, il y a un certain nombre de règles du jeu à trouver et sur lesquelles se mettre d'accord, puisqu'en gros, on a pris la boîte du jeu amoureux, on a acheté la notice et on a inventé un autre jeu avec. Super, ouais. Alors moi, je souscris vraiment mot pour mot, et je voudrais ajouter que, donc après, on est ensemble depuis un certain nombre d'années, une douzaine d'années, et qu'à la pratique longue, ça devient, au-delà d'une façon de créer des liens amoureux, sentimentaux, voilà, tout ce qui est de ce spectre-là, ça devient une façon d'être au monde. Ça devient une façon d'être à l'autre, ça devient une façon différente de concevoir le lien. Et c'est merveilleux parce que du coup, à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, on le rencontre pleinement, avec tous ses possibles. C'est pas seulement au sein de notre relation de couple, ou c'est pas seulement quand une relation de séduction ou d'agrément se crée. C'est chaque individu qu'on rencontre est un champ infini de possibles à explorer, en fonction évidemment des désirs de l'un et de l'autre, hein, et voilà, évidemment le consentement est au cœur de tout ça, les principes cardinaux de ce fonctionnement-là, c'est d'abord la connaissance de soi, c'est d'abord la responsabilité de ses propres désirs, de ses propres actions, c'est la réciprocité. C'est le fait d'accorder à l'autre ce qu'on s'autorise à soi-même. C'est une certaine honnêteté. C'est le fait de refuser de mentir à l'autre sur quoi que ce soit qui va le concerner dans notre façon d'être et d'agir. Et donc du coup, ça crée complètement une nouvelle façon d'être. Et c'est très très agréable en fait, parce qu'on rencontre les humains différemment. Déjà, tu as une voix très posée et on sent que tu es bien quand tu es comme ça. Tu nous transmets ce côté agréable. Voilà. Tu vois. Moi, j'ai des petites questions pratiques du coup qui me viennent à l'esprit en vous écoutant, vous exprimer tous les deux. C'est tout d'abord, est-ce qu'il était clair dès le départ dans votre relation que vous vous inscriviez dans une relation polyamoureuse, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est développé avec le temps ? Alors c'était un des points de départ de notre relation. En fait, notre premier rendez-vous, la première soirée qu'on a passée ensemble, c'était pas très très loin d'ici, moi j'ai dit à Meta, bon, il faut que tu saches qu'actuellement je suis dans une autre relation où je suis bien, à laquelle j'ai pas l'intention de mettre fin. Est-ce que c'est OK pour toi ? Et moi, j'ai été soulagé. Parce que c'était la première fois que c'était l'autre qui abordait ce sujet avant moi.
Jusque-là, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Donc, à chaque fois que j'ai été en situation de, c'est toujours un moment un petit peu délicat. Et c'était la première, c'est vraiment, hein, c'est le premier mec qui m'a dit, ben voilà. Et puis avec cette simplicité-là, etc. Et j'ai dit, alors quand même, je tiens à préciser que on s'était rencontrés une première fois 2 ans plus tôt, 2 ans avant notre premier rendez-vous. C'était notre deuxième première rencontre. C'était notre deuxième première rencontre et du coup, à notre premier rendez-vous, il m'a reconnu et moi non. Je l'avais pas reconnu. Sur le moment, je l'avais pas reconnu. Et en fait, en me remémorant cette soirée et lui, en se remémorant cette première rencontre 2 ans plus tôt, où moi je retrouvais une amie d'enfance qui était venue avec son compagnon et des collègues de bureau de son compagnon, dont Thomas. Il avait été beaucoup question de relations amoureuses, de liberté amoureuse, etc., que Thomas n'avait pas forcément été très loquace à cette occasion-là, mais 2 ans plus tard, j'ai eu l'occasion de constater qu'il n'en avait pas perdu une miette, et que, ma foi, il avait mis à profit les sujets de débat de cette soirée, où moi, mon principal souvenir, c'est que je m'étais senti un peu seul quand même en face de tous ces gens qui avaient l'air quand même très monogame. Oui, normatif. Voilà. Non seulement monogame, mais jugeant sur tous les propos qui pouvaient dépasser. Et moi, je me souviens bien de cette soirée où tout le monde était en train de tomber sur Meta à bras raccourcis. Et moi, j'étais en train de me dire, ouais, mais non, mais attendez, c'est pas complètement déconnant ce qu'elle dit. C'est intéressant. Il y a un truc à gratter. Et puis c'est vrai que moi, entre-temps, bon, j'ai fait le cheminement de ma réflexion. De mon côté, puis avec différentes sources, différentes expériences, et du coup, quand on s'est retrouvés, la boucle était bouclée, et là, j'étais beaucoup plus clair, moi, sur ma position par rapport à ça, et c'est pour ça qu'on a pu en parler de façon très simple et très naturelle, et qu'on a pu poser ça comme étant un des points de départ de notre relation. D'accord, ouais. Donc là, ce qui souligne bien ce que vous exprimiez juste avant, c'est-à-dire qu'il y a ce besoin d'honnêteté, de mettre les choses sur la table. Alors, une des premières questions qui vient à l'esprit quand on n'a pas forcément pensé les choses comme ça, c'est de se dire, bon, d'accord, là, en théorie, ça a l'air super, c'est très cool et tout ça, mais ça vous arrive pas d'être super jaloux et de vous dire, comment ça, elle ou il voit quelqu'un d'autre, comment vous le gérez, ça? Comment ça se passe? Alors, moi, enfin, ça va avec, c'est tout un package. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on considère l'autre comme un sujet, comme quelqu'un qui est autonome dans ses choix, dans ses décisions, on cesse de le percevoir et de percevoir son affection, sa tendresse, son désir, etc., comme une propriété. Et donc forcément, à partir du moment où l'autre est sujet, par exemple, des expressions comme se faire voler son conjoint, perdre son conjoint, enfin, je veux dire, c'est une personne, c'est pas un trousseau de clés, et à un moment, moi, ça me laisse assez perplexe, en fait, cette conception des choses et cette réification, finalement, de l'autre et de la relation à l'autre. Alors après ça, de façon très, très pragmatique, il y a dans la littérature et dans la pensée polyamoureuse, il y a tout une boîte à outils d'analyse, de déconstruction des mécanismes de jalousie. La jalousie, c'est une émotion, et déjà, il y a un problème fondamental dans la culture dominante, qui est qu'on part du principe que, sous prétexte qu'une émotion serait spontanée, elle serait naturelle. Et qu'elle ne serait pas construite, elle serait innée. C'est pas inné, c'est construit. La nature de l'humanité, à mon sens, c'est la société. La nature de l'humanité est
construite. Donc toutes nos émotions sont socialement conditionnées. On nous dit où, quand, comment. Et donc du coup, à partir du moment où c'est construit, si ça ne convient pas, on déconstruit. C'est déconstructible. Alors à divers degrés, selon la façon dont ça a été construit, parce qu'il y a des gens pour qui l'identité va se construire autour de cette jalousie-là. Mais alors il se trouve que moi, ça n'a pas forcément été mon cas, ne serait-ce déjà que parce que je suis l'aîné d'une fratrie, et que du coup, j'ai une petite sœur, un petit frère, avec qui il a fallu que j'apprenne à partager mes parents. Et que j'ai dû déjà, dans mon histoire affective, lutter contre cette frustration et cette peur de voir l'autre plus choyé, plus aimé que moi. Et donc que ça aussi, ce sont des mécanismes qui existent en nous. Donc ça dépend de quel mécanisme on choisit de huiler ou desquels on choisit d'entraver le fonctionnement. À un moment, c'est pas forcément une question de confiance. Moi, je pense pas que ce soit une question de confiance en soi. Je pense que pour moi, alors entre nous là aujourd'hui, je pense que j'arrive pas à concevoir un motif de jalousie, en fait. C'est-à-dire que voilà, il a des amoureuses, j'ai des amoureuses aussi, et j'arrive pas à concevoir un motif de jalousie entre nous, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu des époques où j'étais forcément plus insécure. Alors dans les tout premiers temps d'une relation, j'ai pu être plus insécure. Thomas aussi, je pense, selon les circonstances. C'est souvent dans les démarrages parce que on est très dépendant du regard de l'autre sur soi. C'est-à-dire que dans une relation, ça nous construit parce qu'il y a une partie de nous qui se construit dans le regard de l'autre. Et donc la façon dont l'autre porte son regard sur nous, d'un côté nous embellit, nous façonne, mais il peut aussi nous amoindrir à nos propres yeux, et c'est très douloureux. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là dans les insécurités du début d'une relation. Et puis, fondamentalement, on a fait confiance dans la bienveillance et la sincérité de l'autre. On a parlé, on a surmonté. Et à chaque épreuve surmontée, la suivante faisait un peu moins mal. La suivante était un petit peu moins anxiogène aussi. La suivante, à chaque fois que l'un ou l'autre pouvait être maladroit dans la façon d'amener ou de vivre d'autres relations, ou même au sein de notre propre relation, on s'en parlait avec un peu plus de sérénité, on s'y répondait avec un peu plus de compassion, avec un peu moins de crainte, un peu moins... Voilà. Et petit à petit... à force aussi de se donner des preuves de notre attachement et de notre engagement l'un envers l'autre, parce que mine de rien, on a 2 enfants ensemble, c'est un petit peu costaud comme engagement, quoi. C'est devenu complètement neutre, c'est devenu complètement, enfin en tout cas pour moi, hein, je ne veux pas parler pour toi chérie, mais c'est devenu complètement indolore en fait. Et donc du coup, là, moi j'en suis au stade où je suis complètement ouverte et même assez impatiente, en fait, surtout après une année de confinement, là, où effectivement, c'est un petit peu Waterloo morne pleine, hein, l'extérieur. Alors heureusement qu'on se nourrit de façon assez riche l'un l'autre, mais bon, voilà, en termes de lien social, je pense que je suis pas la seule. Mais moi, je suis impatiente de voir comment l'autre va rentrer dans nos vies, quoi. De voir qui va rentrer dans nos vies, comment ça va se jouer. Est-ce que ça va être une histoire un peu légère? Est-ce que ça va être une histoire très passionnée? Est-ce que ça va être quelqu'un avec qui, alors bon, pour moi c'est plus possible, merci, mais pourquoi pas? Peut-être que Thomas un jour aura envie de faire un autre enfant à quelqu'un. C'est pas gagné. Je serais tellement... Enfin, moi je serais enthousiaste en fait, quel que soit, c'est de la richesse. C'est de l'humain, c'est de la richesse, c'est des gens, c'est de l'amour. Moi, je suis toujours contente quand il y a une personne de plus à aimer, quoi. Hein. Donc, je pense vraiment que là, en tout cas entre nous, on est arrivé à un stade où le tiers n'est plus une menace. Après ça ne veut pas dire que dans une autre relation, on ne va pas reconnaître à nouveau les débuts un petit peu insécures, etc., etc. Mais on a appris à neutraliser ça, on a appris à l'amortir, j'ai envie de dire, et à faire le travail sur soi
d'abord, c'est-à-dire de reconnaître dans notre sentiment de jalousie l'expression d'une insécurité qui nous est propre, parce qu'on va demander à 10 personnes différentes, elles vont avoir 10 motifs différents, 10 déclencheurs différents de leur jalousie, ce qui montre bien que c'est pas un sentiment universel, c'est quelque chose qui répond à notre histoire, et que c'est pas lié au comportement de l'autre. Donc il faut cesser d'essayer d'encager l'autre, d'enfermer l'autre, pour maîtriser ses comportements, pour éviter de déclencher nos insécurités. Il faut travailler sur nos insécurités de façon à ce qu'elles ne soient plus déclenchées par les actions de quelqu'un d'autre. Ouais, c'est complètement libérateur parce que c'est vraiment déjà un niveau personnel que ça renvoie, donc c'est à soi de faire le travail, donc on n'est pas dépendant des autres, donc ça déjà c'est extrêmement libérateur. Et puis effectivement, là je vois très bien l'articulation dans ce que vous nous expliquez avec la démarche féministe qui est en train de dénoncer que le patriarcat, c'est quand même, pour faire à grands traits le schéma, la possession de la femme par l'homme. Or là, on n'est plus du tout là-dedans, dans ce que vous vivez. Oui, on n'est plus du tout dans un système de possession. On est dans une relation qui est d'une autre nature que la relation de possession. Et à partir du moment où il n'y a plus de notion de possession, il n'y a plus non plus de notion de perte. Et l'arrivée d'une tierce personne ou d'une autre relation, elle ne va plus mettre en danger la relation. Parce que c'est ça, finalement, quelque part, la jalousie. C'est une peur que l'irruption du tiers vienne mettre en danger quelque chose, vienne mettre en danger la relation, vienne mettre en danger la possession, parce que l'autre autre va nous déposséder du premier autre, la peur de plus être aimé, si on suppose que l'amour c'est focus une personne à la fois, la peur d'être abandonné, et ça c'est pour ça que les ressorts de la jalousie, c'est les ressorts de ce que chacun a vécu, de comment on a construit ses peurs, de quoi nos peurs sont faites, et du coup c'est en travaillant sur ce dont nos peurs sont faites qu'on peut déconstruire cette émotion-là, surmonter la peur, et puis se rendre compte que finalement, ce tiers qui arrive, on peut l'accueillir et être solide et ne pas être mis en danger par son existence. Sur le lien avec le féminisme et la propriété, je voudrais distinguer deux choses. La première, c'est que sur le plan émotionnel, il y a cette espèce de, alors qui est peut-être un peu illusoire, mais il y a une forme de réciprocité de l'appropriation de l'autre. C'est-à-dire que, alors, le féminisme, déjà, il s'inscrit dans le patriarcat et donc dans les rapports des hommes avec les femmes et des femmes avec les hommes. Il y a d'abord déjà, ça s'inscrit dans une dualité de genre qui est excluante pour un certain nombre d'autres personnes et relations. Donc ça déjà, c'est quand même un rapport de force qui est très normé et dans lequel d'autres dynamiques vont changer un certain nombre de mécanismes et de pièces au mécanisme. Donc voilà, c'est important de le préciser parce que ce qu'on raconte là et depuis tout à l'heure, c'est relativement cis-hétéronormé quand même. Et vrai. Que, voilà. T'as vaguement fait allusion à des amoureuses, mais c'est vrai qu'on n'a pas poussé plus loin pour l'instant. Oui, parce que, bon, voilà. Donc ça, c'est la première chose. Donc là, il y a dans le couple normé et dans le couple traditionnel une forme de réciprocité dans l'appropriation. Clairement, des femmes seront aussi jalouses et se considéreront tout aussi propriétaires de leur partenaire que l'inverse. Ça ne va pas du tout se manifester de la même manière dans les faits. On est bien d'accord que là où l'oppression devient extrêmement violente, c'est justement dans une expression physique de cette appropriation, dans la contrainte physique, sur le plan sexuel, et d'autre part, qui mène au meurtre quand même. Et je veux dire, c'est de là que, c'est de cette logique-là que part le féminicide, que le patriarcat a très joliment nommé crime passionnel, et qui n'est rien d'autre que la destruction de la propriété
plutôt que l'acceptation de la voir agir en sujet. Faire des choix qui lui soient propres. Et là, on atteint quelque chose de très très important dans la notion du féminisme au sein du polyamour, c'est que dans une relation hétérosexuelle, dans une relation entre un homme et une femme, si on est chacun maître et sujet de son propre destin, de ses propres émotions et de ses propres choix, ça veut dire que de facto, personne n'a la possibilité de venir nous contraindre, encore moins physiquement, mais pas plus par la menace ou par quoi que ce soit, à rester. Donc voilà. Et donc du coup, là, on touche à quelque chose de fondamental. Donc il y a vraiment cette illusion de réciprocité dans l'émotionnel, mais dans sa caractérisation institutionnelle, politique et j'allais dire civilisationnelle, il y a une manifestation de la violence qui va jusqu'au meurtre, et que c'est très important de le poser comme enjeu dans cette logique-là, dans cette dynamique-là. Parce que ça fait partie des raisons pour lesquelles on cherche à déconstruire le modèle. Parce que le modèle, en soi, est mortifère. Voilà. Tout à fait. J'ai rien à ajouter, tu l'as brillamment exprimé. J'aimerais explorer un autre versant de ce que j'aurais presque appelé la culture polyamoureuse finalement. C'est comment ça se passe si on recule un petit peu et qu'on ne regarde pas que le couple, mais aussi au niveau de votre entourage. Je pense notamment, vous mentionnez tout à l'heure, vous avez quand même 2 enfants ensemble. Comment ça se passe? Est-ce que tout se fait dans la transparence? Est-ce que ça a un impact sur la façon dont vous êtes en relation avec eux? Ou même par rapport à vos parents? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez eu un coming out à faire? Vas-y, moi je bois un verre d'eau. Ok, alors pour les enfants, ça se passe de façon très naturelle et transparente. Il n'y a pas tellement de questions à se poser parce que pour un enfant, ce qui est normal, c'est ce qu'il voit tous les jours, c'est ce qu'il ou elle voit tous les jours à la maison. Permets-moi de t'interrompre une seconde. Les relations sont transparentes, les murs de la chambre sont opaques. Tout comme... mais absolument, tu as raison de le préciser. Et c'est exactement la même chose que dans l'idéal, dans une famille parfaitement patriarcale, normée, un papa, une maman, des enfants. Ni plus ni moins que dans cette situation-là, on impose à nos enfants ce qui relève purement de l'intimité de nos relations. Mais la façon de faire famille et de construire la famille, elle est claire, elle est transparente. Il n'y a pas de non-dit ou de faux semblants. Donc, je veux dire, très concrètement, par exemple, vous allez dire, tiens, là, je vais voir mon amoureuse. C'est des choses comme ça qui sont parlées ouvertement. Alors, des fois, ça peut être déjà, ne serait-ce que d'embrasser quelqu'un sur la bouche quand la personne arrive à la maison. Et il remarque que, mais d'habitude, c'est papa que tu embrasses sur la bouche. Pourquoi là, c'est pas papa? Donc voilà. Et alors, pour moi, il y a quand même une distinction à faire entre l'époque de la toute petite enfance où l'enfant, pour lui, ce qui est normal, c'est ce qui se passe à la maison. Et l'époque où l'enfant entre à la maternelle, où il est confronté à la société, où il est confronté à la norme, et où du coup il interroge ce qui se passe à la maison par rapport à la norme et par rapport à ce qu'il en perçoit. Donc du coup, là, nous on a un fils de 5 ans, alors autant notre fille, qui a 9 ans, ça fait un moment déjà qu'elle a compris le principe, mais notre fils, là, lui, il est dans la découverte de la norme, et des divers enjeux de genre, de monogamie, de sexualité, etc., parce que vraiment c'est des choses qui l'interrogent, parce qu'à la maison, on reçoit des amis, des couples de mamans, des couples de papas, on a beaucoup d'amis dans la communauté LGBT, et donc du coup, ça les interroge et ils posent des questions, et on est une famille où les enfants posent facilement des questions, et on essaie de leur donner des réponses aussi adaptées, évidemment, mais documentées que possible, voilà. Et donc, du coup, mon fils, là, il y a quelques mois,
mois, quand mon amoureuse est passée à la maison, je dis mais c'est ton amoureuse, Claire, mais comment ça se fait? Et voilà. Et du coup, c'était la première fois qu'il interrogeait, alors qu'elle était déjà partie en vacances avec nous, etc. Donc, elle débarquait pas complètement dans sa vie, mais c'était la première fois que ça lui posait question, et donc du coup, ça nous a permis de verbaliser. Moi, je verbalise pas avant que ce soit nécessaire, avant qu'on vienne me poser des questions. Hein, je me contente d'être, de vivre, et puis le moment où... Nous, ça nous permet d'identifier aussi le moment où ils sont confrontés à la norme. Donc le moment où ils viennent poser des questions, ça veut dire qu'ils sont prêts à entendre des réponses. Et donc on leur donne des réponses. Alors ça ne veut pas dire qu'ils acceptent tout cru, quoi. Hein. Il peut y avoir des résistances. Ah bon, mais non, mais c'est pas possible. C'est pas possible quand on est un garçon d'avoir un amoureux garçon. Non, ça ne se fait pas. Ah ben si, je t'assure que ça se fait. Regarde un tel et un tel. Ah ben tu vois bien. Hein, et pourtant, ils sont là, ils existent. Alors quoi? Tu vois, et voilà, c'est tout simple en fait. Mais déjà, il faut être hyper à l'aise soi-même avec ça. Donc, alors, pour répondre à la question vis-à-vis des parents, il n'y a pas eu de coming out formel. Un jour, à Noël, j'ai débarqué avec mes 2 conjoints de l'époque dans la famille. Hein, voilà, donc comme ça pose les choses. Mais moi, j'ai toujours été la fille bizarre moi, dans ma famille. Donc, du coup, c'était juste une des nombreuses excentricités de Meta, quoi. Hein. J'ai dit, oh, bon, tiens, qu'est-ce que nous a inventé encore, celle-ci? Voilà. Mais étant donné qu'on est intervenu dans les médias, etc., de toute façon, on ne peut plus se cacher. À un moment donné, si on Google son nom ou le mien, il n'y a pas de... Voilà, on n'a jamais essayé de se cacher par ailleurs, mais voilà, il n'y a pas de mystère. Ouais. Et c'est très bien comme ça. Après ça, il n'y a pas forcément de coming out non plus. Il n'y a rien à déclarer. Il n'y a rien à déclarer, c'est comme ça qu'on vit. Alors des fois, on peut l'expliquer parce qu'on peut être... intéressant en termes de représentation, voilà, on présente bien, on est ensemble depuis longtemps, on est rassurant et on cause, donc on est des bons clients, quoi. Mais en dehors de ça, non mais c'est vrai, enfin, mais en dehors de ça, il y a pas de coming out à faire, on vit comme ça. On vit comme ça. C'est plus rigolo, on habite dans un quartier très populaire, dans le 20e, et c'est plus rigolo quand on passe à la télé et qu'on est reconnu dans la rue, par exemple. Et où là, ça peut engendrer des discussions assez fun. Après ça, vis-à-vis des enfants, en termes d'éducation, ça va diverger un petit peu. C'est-à-dire que justement, on est beaucoup plus vigilant à ce qu'on transmet en termes de normes. On est beaucoup plus vigilant au discours qu'on tient. C'est-à-dire que moi, je ne manque jamais, quand je projette mes enfants dans un avenir sentimental, affectif ou familial, je ne manque jamais de préciser que quand tu auras un amoureux ou une amoureuse. Voilà, c'est des choses toutes bêtes, ou des. Et c'est des choses comme ça, c'est juste des ajouts d'inclusion, hein. C'est pas grand-chose, mais tout ça, ça ouvre des champs. Voilà, c'est inconscient. Ça se construit comme ça dans leur truc parce qu'ils sont à un âge où on a plutôt envie de passer inaperçu et où on va pas aller brandir un rainbow flag au milieu de la cour maternelle, quoi. Hein, mais je sais que dans leur construction d'adulte, ça va rester parce que ce sont des choses qui restent dans la construction de... Ils ont déjà votre exemplarité, plus effectivement un discours qui colle avec ça, qui laisse toutes les portes ouvertes à eux après de choisir quelle porte ils vont franchir. C'est ça. Justement, l'enjeu de la vigilance, c'est plus qu'autre chose de maintenir les portes ouvertes, de faire attention qu'elles ne se ferment pas par inadvertance au fur et à mesure qu'ils font leur chemin dans la socialisation. Moi, je vois l'autre jour, par exemple, on était en train d'acheter des chaussures dans un grand magasin de sport, et à côté de nous, il y avait un papa et sa petite fille, et la petite fille a trouvé des super pompes rouges et bleues couleur Superman, et son papa lui fait ah mais non, ça c'est pas beau, c'est des chaussures de garçon. J'ai pas pu m'empêcher de prendre Gabriel, notre fils, à part, lui dire oh, t'as vu, c'est bizarre, il dit que les chaussures que t'as prises, c'est des chaussures de garçon, mais tu vas mettre ton zizi dedans Bah non, c'est absurde. Voilà, il n'y a pas des pieds de filles et des pieds de garçons. Les chaussures, ça va à tout le monde. Hein, voilà. Mais non, mais c'est vrai que c'est des choses... Parce que nous aussi, on a un fils. Pour l'instant, c'est un fils, hein, qui... J'aime beaucoup pour l'instant, c'est un fils, très bien. Sauf ça, mais qui est confronté
toute la construction de la masculinité dans la cour de l'école et qui peut être en souffrance d'ailleurs vis-à-vis de ça, parce qu'il y a toute une injonction à l'agressivité, à la domination par la force physique, à tout un tas de formes d'affirmation qui sont reconnues aujourd'hui comme toxiques socialement, quoi. Donc nous aussi, notre but et notre boulot, c'est de... Alors là, on tire derrière pour retenir ce truc-là, pour essayer de faire un contrepoids, parce que le poids de la société est extrêmement lourd dans cette construction-là. Il faut quand même le comprendre. Et que les hommes de la société patriarcale, ils ne sont pas arrivés là tout seuls, quoi. Ils ont été construits, et que tant qu'on n'ouvre pas les yeux là-dessus, et que individuellement on ne prend pas à bras le corps cette éducation de la fille à son indépendance, au rejet de refus de sa soumission, quelle qu'elle soit, et donc garçon au respect de l'autre et à la maîtrise de ses propres émotions, parce qu'évidemment, c'est vraiment dans la masculinité toxique qu'on a une espèce de blanc-seing aux émotions de préférence négative des garçons, et qu'on on a une énorme, on ressent une énorme responsabilité en tant que parents féministes et polis et tout ce que vous voulez, et bi et tout, d'éduquer nos enfants dans non seulement la conscience de leur liberté, mais dans la conscience de leur responsabilité en tant qu'être social. Et que vraiment, je vivrais comme un échec cuisant de faire de mes gamins des dignes représentants du patriarcat oppressif, quoi. Il n'en est pas question, quoi. Donc du coup, on lutte, mais physiquement, matériellement, concrètement, tous les jours. Et c'est pas facile. Hein. Ouais, mais c'est un bel engagement. Alors, je pense qu'on va arriver sûrement un peu au terme du temps que nous avions ensemble. J'ai une dernière question à vous poser et une chose importante à communiquer ensuite à tout le monde. La dernière question que je voudrais vous poser, c'est que le principe du WeToo Festival qui se tient au mois de septembre, c'est d'interroger à travers des spectacles, des performances, des concerts, des questions féministes. Et donc, on se pose pour chaque édition au moins 4 questions différentes. Si vous deviez vous glisser dans la peau d'une des organisatrices et proposer une question, qu'est-ce que cela serait? Et vous avez le droit à avoir chacun une question différente, évidemment. Chic. Moi, je vais rebondir en fait sur ce que disait Meta. Ouais. Une question qui me paraît absolument fondamentale, c'est cette question de l'école. Et à la limite de l'école et même de la crèche. Parce que nous, on a pu le constater avec nos enfants, il y a vraiment un point de basculement à partir du moment où un enfant se retrouve en collectivité, dans la façon dont il se retrouve formaté. C'est dans la collectivité que l'enfant va apprendre à faire société, et à faire société d'une certaine façon. Donc la question, moi, qui me taraude, c'est comment est-ce qu'on peut changer l'école, et quelle intervention est possible à l'école pour changer les paramètres de ce formatage-là. Ok, super, c'est une excellente question. Ouais, merci Thomas. Alors moi, ma question, elle serait en rapport avec les réseaux sociaux et avec tout MeToo, avec cancel culture, tout ça, et avec un concept avec lequel les féministes un petit peu enthousiastes aiment bien jouer en ce moment, la misandrie, etc. Moi, ça m'interroge sur qu'est-ce qu'on fait des hommes qui sont déjà là, c'est-à-dire que voilà, Thomas, comment on fait avec les hommes qu'on prépare là pour la génération suivante, mais ceux qui sont déjà là, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que à un moment, il va falloir faire société avec eux. On peut pas s'arc-bouter sur la colère, le ressentiment, etc. Même les lesbiennes séparatistes sont bien conscientes qu'à un moment, on peut pas tous s'en débarrasser, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on attend d'eux? Comment est-ce qu'on les intègre dans un combat? Parce que le féminisme, c'est un combat non pas humaniste, mais pour l'humanité. C'est-à-dire que les femmes et les hommes en bénéficient. Et moi, vraiment, la question que ça me pose, c'est maintenant qu'on a bien... Non, mais on continue, il n'y a pas de problème. Il faut marteler, etc., balancer tout ce qu'on veut et tout.
Mais à un moment, il faut penser la suite. Comment on les fait rentrer dans le combat et comment on construit la société dont on rêve avec eux. Ok, super. Très bonne question aussi. Ok, alors déjà merci pour tout ça. Mais avant de nous quitter, je voudrais quand même vous signaler, pour aller un petit peu plus loin, que vous avez, ou pour continuer, je ne sais pas si c'est plus loin, mais en tout cas, pour continuer ce qui a été raconté aujourd'hui, c'est Avez-vous le sens de l'amour, qui est un livre que Meta, donc Meta Chiteya, a écrit avec Joseph Agostini et qui parle de la relation de couple, du sentiment amoureux dans un dialogue. C'est une forme qui se lit très bien et qui reprend certains des éléments qu'on a évoqués aujourd'hui et qui va en explorer d'autres. Je ne peux que vous recommander ce livre et c'est aux éditions En Volume. Voilà. Alors un grand merci à tous les deux. C'était vraiment chouette de vous avoir. Merci de vous être ouverts aussi simplement et avec autant de passion sur ce thème. Et puis nous, on se retrouvera dans un mois pour le prochain We Too Live où j'aurai le grand plaisir d'accueillir Wendy Delorme, une autrice féministe et queer.